c'est pas banal ce que je viens vous présenter, sinon on ne m'aurait pas fait venir du Canada pour vous présenter quelque chose que tout le monde sait. Mon nom est Jacques Brodeur. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Je vous les apporte gracieusement. Je suis content de venir partager ces choses avec vous. Et toutes les 5 minutes, je m'arrêterai toutes les 5 minutes, ou peut-être plus souvent, je m'arrêterai pour être certain que vous avez l'occasion de me donner votre avis. Évidemment, tu sauras quoi écrire sur l'avis que tu me donnes si tu as écouté les 5 minutes qui précèdent. Moi, je ne joue pas à la cachette, moi, je suis là pour faire une présentation et j'ai besoin de toi. C'est pas madame qui décide, c'est toi qui décide. Et j'ai besoin de toi, s'il vous plaît, si tu pensais que c'était une blague, ben tu t'es trompé de place. Mesdames, messieurs, sur la feuille où vous allez me donner votre opinion, 8 fois d'ici à ce que je vais finir, sur cette feuille, je voudrais que vous écriviez clairement, en haut de la feuille, votre prénom, votre nom de famille et collège Rouault. Tout ça sur une seule ligne, en haut, s'il vous plaît. Quand le prénom et le nom de famille est écrit, quand le prénom et le nom de famille sont écrits, Collège Rouault, à côté de Collège Rouault, pourriez-vous ajouter, s'il vous plaît, 13h30, 13H30. Je commence la présentation de ce que je suis venu partager avec vous après 6 heures d'avion. Premier chapitre. Premier chapitre. Les élèves du primaire, petite section, comprennent tout ce que j'explique quand ils regardent mes yeux pendant que je parle. Je suis certain que si vous êtes distrait par rien d'autre, vous allez tout comprendre aussi. Bien que ce que je vais vous expliquer, quand vous allez l'expliquer à quelqu'un d'autre, ne soyez pas étonnés que les personnes vous regardent bizarrement. Parce que ce que je viens de vous expliquer, c'est vrai, et c'est pas tout le monde qui est au courant. Je commence mon premier chapitre. Derrière chaque écran de télévision que tu regardes, peu importe à quelle heure, derrière chaque écran de télévision, peu importe quand tu regardes, il y a des milliers de professionnels qui sont payés pour préparer ce qu'il faut pour t'attirer devant l'écran le plus souvent possible et te garder là le plus longtemps possible. C'est leur travail. Il y a des gens qui cultivent les fruits, les légumes. Il y en a d'autres qui nettoient les rues. Il y en a d'autres qui peignent les bâtiments, qui construisent les édifices. Eh bien, il y en a d'autres dont le travail, c'est attirer le plus d'enfants possible, et des adolescents aussi, et les garder devant l'écran le plus longtemps possible. C'est leur travail. Qui les paye? Les chaînes de télé. Et les chaînes de télé, pour faire plus de sous, pour faire plus d'argent, les chaînes de télé essayent d'augmenter le nombre de personnes qui regardent parce que les chaînes de télé sont payées par la publicité. En quatrième, tu es capable de comprendre que toutes les petites usines et les moyennes usines et les grosses usines de France, quand elles fabriquent des choses, des jouets ou des céréales,
elles ont intérêt à ce que toi, tu aies envie d'en acheter. Elles confient le soin à des agences de publicité de préparer des messages pour que le monde qui regarde la télé ait envie d'acheter leurs produits. Ils sont payés pour ça. Des agences de publicité. Tu es aussi capable facilement de comprendre que quand une émission de télévision est regardée par 50 000 personnes, une autre émission est regardée par 500 000 personnes, et une autre émission de télévision est regardée par 50 millions de personnes, tu es capable de comprendre que la compagnie qui veut annoncer son produit va payer plus cher à cette station-ci. Il y a 50 millions de personnes qui regardent. Donc, ils sont prêts à payer plus cher quand il n'y a plus de monde qui regarde. C'est pour ça que la chaîne engage du monde qui vont préparer des contenus pour attirer le plus grand nombre possible de personnes. Fin du premier chapitre, tout petit chapitre d'introduction de Jacques Brodeur qui est venu vous rencontrer. Voici ce que nous allons faire maintenant. Première ligne, tu as écrit ton nom. Tu sautes une ligne et t'écris dans la marge à gauche le chiffre 1. Et vis-à-vis le chiffre 1, tu choisis dans ton cerveau, trois mots pour te souvenir de ce que Jacques Brodeur vient d'expliquer devant toi. C'est parti. Trois mots que tu choisis. Tu as écouté Jacques Brodeur pendant 3 minutes. Il t'a expliqué quelque chose. Tu choisis 3 mots. C'est toi qui les choisis. C'est peut-être même pas un mot que j'ai moi-même prononcé. C'est toi qui choisis. Tu en choisis 3 mots et tu les écris un à côté de l'autre. Maintenant que tes 3 mots sont écrits, tu les relis et tu encercles celui que tu trouves plus important que les deux autres. Tu encercles le plus important. Tu sautes une ligne et tu écris le chiffre 2. Jacques Brodeur est accompagné aujourd'hui de 3 personnes dont la photo va apparaître en imagination sur ce tableau-là, sur ce tableau blanc qui est devant vous, dans un petit moment. La première personne que je vous présente s'appelle, si vous reconnaissez le gars, dites-le pas aux personnes à côté de vous. Cachez votre réponse. On laisse faire les autos qui passent dans la rue, on se concentre. La personne que je vous présente s'appelle Matt Groening. M-A-T-T, son prénom. Et son nom de famille est Groening, G-R-O-E-N-I-N-G, mesdames, messieurs. Tu n'as pas pu te retenir? Matt Groening, il y a 15 ans, tu n'étais peut-être même pas né. Matt Groening, qui avait du talent en dessin, décide d'inventer une série en dessin animé. Il donne le rôle principal à un petit garçon. Et le personnage principal, c'est un dessin. Il décide de rien, le dessin. Et Matt Groening décide que le héros de son émission va faire des bêtises à l'école, à la maison chez lui et dans son quartier. Il lui invente un papa. Et ce papa, il décide de rien. Matt décide que le papa va manger beaucoup de chips, boire beaucoup de bière et roter. Il invente à ce héros, le petit garçon, il lui invente une maman. Il lui invente 2 sœurs, une plus vieille, une plus jeune. Pour être sûr que son dessin animé ne ressemble à aucun autre, Matt Groening décide de colorer leur peau jaune. Et il leur invente des gros yeux globuleux bizarres. Mesdames, messieurs, est-ce que quelqu'un dans cette classe connaît l'émission de télévision Les Simpsons?
Je vérifie qui est capable de lever un bras comme un homme et comme une femme. Merci. Je vois que toutes les mains ont levé. Le petit garçon s'appelle le papa. La maman. La plus vieille des deux sœurs. Et la plus jeune. Mesdames, messieurs, au moment où il invente les Simpsons, Matt Groening a un fils de 7 ans et lui interdit de regarder les Simpsons. Jusqu'à son 13e anniversaire, il n'avait pas eu la permission de son papa de regarder les Simpsons. J'entends des sons, ça fait 3 fois. Voici la question. Réfléchis. Je trouve une belle réponse. D'après toi, c'est toi qui décides. Pourquoi Matt Groening interdisait-il à son fils de 12 ans de regarder les Simpsons? Écris ta réponse sur la ligne numéro 2. Et fais-nous une réponse qu'on pourra montrer aux journalistes pour faire la démonstration qu'en 4e, les élèves sont intelligents. Pourquoi Matt Groening interdisait-il à son fils de 12 ans de regarder les Simpsons? Les personnes qui écrivent, ça me rassure. Les personnes qui n'écrivent pas, c'est pas grave. Mais il faut que tu cherches, hein, parce que tu ne peux pas trouver si tu ne cherches pas. Et c'est quand même curieux que les 3 personnes que j'ai été obligé de ramener à l'attention depuis le début, ce sont les 3 mêmes qui ont l'air perdus. Et pourtant, il y a des élèves de CM1 qui me trouvent au moins 4 raisons différentes pour expliquer la décision du papa. J'en demande une à des élèves de 4e. Pourquoi Matt Groening interdisait-il à son fils de regarder les Simpsons? Encore 20 secondes. Mettez-moi, s'il vous plaît, une belle phrase complète. Mettez pas juste 2-3 mots. Il faut que je devine ce que tu penses. Non. Belle phrase. Pendant que tu complètes ta réponse, tu continues, tu sautes une ligne, tu écris le chiffre 3 dans la marge. Je te présente une autre personne que j'ai emmenée avec moi dans mes bagages. Ce garçon, qui vient d'entrer à l'université, il s'appelle David Grossman. David Grossman, G-R-O-2-S-M-A-N. T'écris pas ça. Tu n'as pas besoin d'écrire. David Grossman découvre à l'université que dans toutes les guerres où les États-Unis ont envoyé des soldats, plus de la moitié sont morts avant d'avoir tiré appuyé sur la gâchette. Plus de la moitié des soldats des États-Unis sont morts avant d'avoir tiré. Ça le tracasse. Il est étudiant, puis il est curieux, puis il ne comprend pas. Il fait des recherches et il découvre, mes chers amis, que chez tous les animaux sauvages, pas tous, presque tous les animaux sauvages, on peut tuer un prédateur qui vient attaquer nos bébés, on peut tuer des proies quand on a besoin de rapporter de la nourriture chez nous pour nos enfants, mais quand on se bat entre nous, c'est sérieux, mais on ne se tue pas. David Grossman découvre, étudiant à l'université, que chez la plupart des animaux, on ne tue pas nos semblables. Et se dit donc, peut-être pour ça, que les soldats qu'on envoie à la guerre, ils ne tuent pas les autres êtres humains.
Ils ont une réticence naturelle à tuer un autre être humain. Comme les loups ne s'entretuent pas. Ils se bagarrent, les loups, hein? Quand ils se bagarrent pour savoir qui va être le chef de la meute, tu mets pas ton bras là. T'as plus de bras. Un coup de mâchoire, c'est fini. Et pourtant, quand ils se battent entre eux, ils ne s'arrachent pas les membres. Ils se crèvent pas les yeux. Et quand un des deux perd le combat, il se couche sur le dos, il lève son menton, il tend sa gorge au vainqueur, le vainqueur approche sa gueule, ouverte, au-dessus de la gorge du vaincu. S'il fermait sa mâchoire, avec les crocs d'en haut et d'en bas, il percerait les artères carotides qui apportent du sang au cerveau et le perdant serait mort en quelques minutes. Le gagnant ne fait pas ça. Il ne tue pas son semblable. Chez la plupart des animaux, on ne tue pas nos semblables. David Grossman découvre ça à l'université. Fin du chapitre 3. 3 mots pour retenir ce que je viens d'expliquer. Et en ce moment, je vois un élève qui a su tout de suite quoi écrire. Toutes les autres questions, il n'écoutait pas. Il était distrait par des choses banales qu'il peut voir quand je serai parti. Non. Et là, il a été concentré. Wesh! Quand les 3 sont écrits, les mots, tu encercles celui que tu juges le plus important. Tu sautes une ligne et tu écris le chiffre 4. David Grossman finit son cours à l'université. Il veut avoir du travail. L'armée des États-Unis lit ses travaux scolaires et il décide de l'engager. Il avait étudié pour enseigner la psychologie. L'armée des États-Unis a besoin de quelqu'un pour enseigner la psychologie. Il engage David Grossman. David Grossman écrit dans ses livres, des livres qu'il a composés après avoir fini de travailler pour l'armée des États-Unis. Il était devenu, dans l'armée des États-Unis, lieutenant-colonel. Il n'était plus simple soldat ou simple professeur. Il écrit dans ses livres que pour conditionner des soldats à tuer, l'armée des États-Unis a utilisé une méthode moderne qui s'appelle les jeux vidéo. Le jeu vidéo utilisé par l'armée des États-Unis s'appelle Doom, le premier. D-O-O-M. Au premier stade du jeu, tu as beaucoup de temps pour abattre les zombies, les monstres ou les bestioles qui apparaissent à l'écran. Si tu ne vas pas assez vite, hop, tu perds une vie. Tu te dépêches. Tu vas plus vite. Quand tu réussis à tuer tous les monstres qui apparaissent à l'écran, tu passes au stade 2. Là, il arrive plus de monstres. Ils arrivent plus vite et tu as encore moins de temps pour réagir. Il faut que tu les abattes. Sinon, tu perds une autre vie. Stade numéro 3, encore plus vite. Et là, maintenant, il arrive 2 en même temps. Il faut que tu aies tout. Mesdames, Messieurs, dans ses livres, David Grossman, le lieutenant-colonel David Grossman, professeur de psychologie, nous explique que rendu au stade 10, on peut envoyer un joueur de jeux vidéo à la guerre et il ne se fait pas tuer. 9 sur 10 tuent, 10% se font tuer. Il a donc réussi à préparer des êtres humains à tuer d'autres êtres humains, attention, j'ouvre les guillemets, sans hésiter et sans réfléchir. David Grossman nous explique que ça s'appelle du conditionnement opérant. On peut se mettre en condition pour être capable de boxer, faire des exercices. On peut aussi entraîner le cerveau à tuer sans réfléchir et sans hésiter. Mesdames, Messieurs, la question numéro 4. Est-ce que tu connais des jeux, toi, vidéo, où on récompense les joueurs quand ils tuent?
entendu 4 voix humaines. Les autres n'ont pas dit un son et ils sont déjà en train d'écrire. Je répète la question. Je répète la question. Est-ce que tu connais des jeux vidéo où on récompense les joueurs pour tuer? Écris les noms des jeux, s'il te plaît. Essaye de les écrire sans faute. Mais s'il y a des fautes, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut en écrire plus que 3? Oui, j'ai des élèves qui en ont déjà écrit 12. Et ils étaient au primaire. Ils étaient à l'école élémentaire. Alors, s'il y a des élèves de 4e qui en connaissent, allez-y, j'en veux au moins 3. Tu sautes une ligne et t'écris le chiffre 5. Pourquoi un être humain devient-il capable de tuer son semblable après avoir été conditionné avec des jeux vidéo? Parce que, à force de répéter le même geste, de plus en plus rapidement, le cerveau a été, je prononce le mot lentement, à force de répéter souvent le même geste, de tuer quelque chose qui n'existe pas. C'est dans un jeu. Après avoir répété souvent le même geste, le cerveau devient désensibilisé. Qu'est-ce qu'un cerveau désensibilisé perd? Je sais qu'est-ce qu'il gagne. Il tire plus vite. 2. Il tire plus vite et en plus sans hésiter. Qu'est-ce qu'il perd? Il perd de l'empathie. E-M-P-A-T-H-I-E. Qu'est-ce que c'est de l'empathie? C'est du pouvoir de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Tu regardes un combat et tu te dis, ouf! Tu viens de voir un coup vraiment dur et tu te dis, oh, j'aimerais pas recevoir ce coup-là. Tu t'es mis dans la peau de celui qui reçoit le coup. Si tu te mets dans la peau de celui qui donne le coup, yes! Empathie. Et la deuxième chose que tu perds, ça s'appelle la compassion. La compassion, il y a une vieille femme qui traverse la rue, elle tombe, il y a des autos qui viennent, sans compassion, tu rigoles. Ah! La vieille est tombée! Et tu peux aussi, quand tu as encore de la compassion, courir à toute vitesse, faire signe aux autos d'arrêter. Compassion. Quand tu perds empathie et compassion, c'est du dégât pour toi, parce que dans ton cerveau, tu t'en aperçois même pas. Mais il y a des élèves que tu connais qui font des choses horribles, et toi, tu ne penses pas de leur dire « Hey, c'est horrible ce que tu fais. Cesse. Assez. Stop. » Non. Tu le laisses faire et tu rigoles avec lui. Numéro 5, 3 mots pour te souvenir de ce que je viens d'expliquer. Numéro 5, les 3 mots sont écrits. Mesdames, Messieurs, numéro 6. Elle est très délicate, la question numéro 6. Je voudrais que tu fouilles dans ta tête, dans tes souvenirs, et t'essayes de retrouver 3 paroles que tu as déjà entendues souvent prononcées par des élèves de ton collège, des paroles qui font de la peine, qui humilient, qui rapetissent, qui écrasent et qui font sentir la personne malheureuse
de s'être fait dire ces paroles-là, je voudrais que tu te souviennes de 3 paroles. Et si jamais, en les écrivant sur ta feuille, tu as envie de rire, j'aimerais que tu fasses un petit effort, juste aujourd'hui, pendant que je suis là, pour faire semblant que c'est pas drôle. Tu joues dans un film, on te demande de faire semblant que tu as une parole méchante, une parole blessante, c'est pas drôle, et tu écris 3 paroles blessantes que tu as entendues souvent, s'il vous plaît. J'en veux 3 au numéro 6. Dans toutes les classes de 4e que j'ai rencontrées, toutes les classes, il y a quelqu'un qui m'a dit, on peut-tu en écrire plus que 3? Oui. 3 paroles blessantes, souvent entendues dans ton collège. Non, que tu as entendu. Quelqu'un peut te les avoir dit à toi, ces paroles-là, mais il peut les avoir dit à quelqu'un d'autre. Trois paroles blessantes. Au cas où tu ne seras pas habitué à fouiller dans ton cerveau pour te souvenir des paroles blessantes, ça se pourrait, parce qu'on a tous été un peu, pas mal ou beaucoup désensibilisés, ça se pourrait que ces paroles-là, tu les aies entendues et tu les aies trouvées drôles. Alors, j'en essaye une. J'en essaye une. Tu l'écoutes. Si tu ne l'as jamais entendu, tu n'écris pas ça sur ta feuille. Si tu l'as souvent entendu, tu peux l'ajouter. Je commence. Est-ce que quelqu'un dans cette classe a déjà entendu un élève de notre école en appeler un autre PD? Toutes les mains sont levées en ce moment. C'est très bien. Vous pouvez rebaisser la main. J'aimerais maintenant savoir qui avait écrit PD sur sa feuille avant que je le dise. Lève ta main. Lève ta main. Une seule main levée. Une seule personne avait remarqué que PD, ça blesse. Si tu penses que ça fait plaisir, n'écris pas ça. Si tu penses que ça peut blesser, tu peux l'ajouter. Tu peux l'ajouter. J'en ai 4 autres. Et tu les écoutes, les 4, ces paroles-là, et tu écris sur ta feuille, si tu ne l'avais pas déjà écrit, laquelle de ces 4 paroles t'entends le plus souvent prononcer dans ton collège, pas le mien. 4 paroles. Pute, pétasse, salope, conne. Je remercie tous les élèves qui se sont retenus pour ne pas rire. Je les remercie. Tu as écouté les 4 mots, tu écris sur ta feuille celui de ces 4 mots-là que tu as entendu le plus souvent. Et enfin, de tous les mots qu'on m'a rapportés, celui que je trouve le plus blessant, le plus cruel, gros ou grosse. Est-ce que quelqu'un avait pensé à écrire gros ou grosse? Ah ben là, carrément. Tu peux baisser ta main. Voici pourquoi je le trouve cruel. Si la personne est grosse, tu as du plaisir à te moquer d'elle pour sa grosseur. Toi, tu as du plaisir à ça. T'as un problème, mon ami? Le problème que tu as, c'est que tu as perdu en passion
compassion et empathie, et ton cerveau est simplement devenu désensibilisé. Si la personne n'est pas grosse, puis tu l'appelles grosse, savais-tu qu'il y a des enfants maintenant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui arrivent chez eux, ils font rire d'eux à l'école en se faisant appeler gros ou grosse, et là, ils se mettent à vouloir suivre des régimes alimentaires pour perdre du poids. Il y en a dans tous les collèges. Je ne fais pas lever la main de personne aujourd'hui. On est au numéro 6. C'est bien ça? 7. 7. D'accord? 7. On était à paroles blessantes. Tu as écrit ce que tu pensais. Moi, je t'ai laissé libre de choisir ce que tu vas écrire sur la feuille. Tu arrives au numéro 8. 7. D'accord, on est mêlés dans les chiffres. C'est pas grave. Pas grave. Mesdames, messieurs, je te présente une dernière personne que j'ai amenée avec moi dans mes valises. Tu lui inventes un visage et tu le colles sur le tableau qui est là. Il s'appelle Thomas Robinson. C'est un médecin. Et il n'est pas que médecin. Il enseigne à l'université pour préparer des médecins à soigner des gens. Il fait son travail en Californie. Que je vois sur la carte des États-Unis, là-bas derrière, la Californie. En bas, à gauche, Californie, docteur Thomas Robinson. Il savait beaucoup plus de choses que moi sur les écrans, lui, Thomas Robinson. Sur les films violents, sur les jeux vidéo violents, sur Facebook. Il savait un tas de choses que je ne sais pas. Et un jour, il a voulu savoir si jamais les enfants cessaient de regarder la télé, les jeux vidéo, l'ordinateur, l'iPad, s'ils lâchaient tous les écrans, comme par magie. Que se passerait-il? David Grossman a donc tenté une expérience dans 2 écoles de Californie, avec 4 pattes de chaise à terre. Le docteur Thomas Robinson comptabilise le nombre de fois où les élèves posent un geste violent ou prononcent une parole blessante. Violence physique, violence verbale. Les bagarres, les coups de poing, les bousculades, les disputes à coups de pied sur le terrain de foot. Ils comptent tout. Les 2 écoles. Quand c'est fini, octobre, il va dans une des 2 écoles et il prépare avec les maîtresses les enfants à fermer la télévision pendant 10 jours. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est la première fois que ça s'essayait. Jamais, personne n'avait pensé à ça. Oh, il y avait quelques parents qui essayaient de fermer la télévision ou punir leurs enfants en mettant la télé dans le placard. Mais là, cette fois-ci, toute une école. Oh. Alors, il vérifie les résultats. Violence physique diminuée de 40%. 4 coups de poing, 4 coups de pied, 4 bousculades, 4 bagarres. N'ont pas lieu. Pas parce qu'il y a une punition. Juste parce que les élèves se sont préparés à garder les écrans fermés. Et violence verbale, pas 40%, c'est 50%. La moitié. La moitié des salopes, putes, pétasses, grosses, n'importe quoi, pédés. La moitié ne sont même pas prononcés par les élèves. Mesdames, Messieurs, parmi les animaux vivants que nous avons dans la classe, qui sont une race animale très importante pour l'espèce humaine, les adolescents, j'aimerais savoir s'il n'y avait plus d'écran chez toi, ou dans ton sac, ou dans tes poches. Plus d'écran, ils disparaissent tous, comme ça, par magie. J'aimerais savoir quelles seraient tes 3 activités préférées, s'il te plaît.
10 secondes. Trois activités préférées s'il n'y avait plus d'écran dans ta vie. Le numéro 8. Je vous présente une nouvelle maladie. Et quand je vous présenterai la nouvelle maladie, vous pouvez vous demander, est-ce que moi je l'ai cette maladie-là? Cette nouvelle maladie, elle s'appelle nomophobie. No pour disparition complète. No. Mo pour mobile en anglais, en français portable. Phobie, une peur maladive, une angoisse horrible. Nomophobie, la maladie des personnes qui paniquent lorsqu'ils perdent leur portable. Première question pour vérifier s'il y a des élèves de cette classe qui sont atteints. Qui dort la nuit avec son portable? Je suis content que vous leviez la main parce que ça prouve que vous me faites confiance, mais je suis très content de ça. La main bien levée, toi, tu t'as regardé par la fenêtre assez longtemps, fait que tu m'en joues une, hein? Comme ça, voilà. On a est-ce que quelqu'un dort avec son portable? C'est ça. Ça, c'est pas bien levé, c'est très difficile à compter. On a, monsieur le professeur, on a le total du nombre d'élèves. On a 1, 2, 3, 4 élèves, 5 élèves qui n'ont pas levé la main, donc les autres ont levé. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, si, on l'imagine, si je te demandais de couper le temps pendant lequel tu as ton portable, et je te demandais de choisir est-ce que tu aurais plus de facilité en temps passé le matin, l'après-midi ou le soir étant de 8 heures à 11 heures. Donc, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, 3 heures le soir. À quel moment t'aimerais, parce que tu as le choix dans ces 3 moments-là, à quel moment t'aimerais le mieux, le plus, garder ton portable? « 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi ou 3 heures le... » Et la cloche sonne à quelle heure, mesdames? À 25. 25, d'accord. C'est prêt, c'est écrit? Voici le prochain chapitre, le numéro 9. Mesdames, messieurs, nous savons combien de fois un policier de New York dégaine, sort l'arme de son étui. Nous le savons. Pourquoi nous le savons? Parce que chaque fois qu'un policier à New York ou n'importe où aux États-Unis ou au Canada, chaque fois qu'un policier sort l'arme de son étui, il est obligé de compléter un formulaire pour faire un rapport à son patron. Un policier qui sortirait son arme puis qui ne ferait pas de rapport à son patron, il n'est pas peut-être congédié, il est immédiatement congédié. On sait donc combien de fois les policiers de New York dégainent leur arme. D'après toi, combien de fois, en moyenne, un policier de New York dégaine-t-il? Je te donne 4 choix de réponse. Je vais te donner maintenant 4 choix de réponse. Et toi, tu choisis quel des blocs tu penses qu'est la bonne réponse. A. Plus de 50 fois par année.
en moyenne par année dégainée. A, plus que 50. B, entre 49 et 25. C, entre 24 et 5. Et D, moins de 5 fois par année. Tu écris ta réponse au numéro 9, s'il te plaît. Combien de fois un policier de New York dégaine-t-il? Laisse-toi pas influencer par les personnes à côté de toi. Tu réfléchis puis tu choisis. Ça y est? Eh bien, qui a voté A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merci. Qui a voté B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci. Qui a voté C? 1, 2, 3, 4. Et qui a voté D? 2 personnes. Mesdames, Messieurs, voici la réponse. Qui va être suivie tout de suite d'une question très difficile. Les policiers de New York dégainent en moyenne chaque année 0,4 fois. Donc, moins d'une fois par année, les policiers de New York dégainent. D'après toi, c'est ça la question. La belle question. L'autre, c'est un jeu de devinette. D'après toi, pourquoi on était si nombreux dans cette classe à penser que les policiers de New York dégainaient plus souvent? Tu mets ta réponse, s'il vous plaît. C'est toujours la ligne numéro 9. C'est toujours sur la ligne 9. En ce moment, la concentration est tellement excellente, monsieur le professeur, que je devine que vous êtes très fiers de votre groupe. Exact? Parce que j'ai travaillé dur, moi, pour aller chercher l'attention de quelques élèves qui pensaient que c'était une blague. Pourquoi, d'après toi, on était si nombreux à surestimer le nombre de fois où un policier dégaine? À New York. Une belle réponse complète avec une phrase compréhensible et lisible et tout bien expliqué, tout ça. Chic, quelque chose de chic que je peux montrer aux journalistes. Regarde. 4e. Hein? Mesdames, Messieurs, voici la dernière question. Et là encore, tu as totale liberté. Et j'aimerais donc que tu regardes plus sur la feuille d'à côté, parce que quand je pose une question, si les deux personnes qui sont assises côte à côte donnent toujours la même réponse, je ne sais même pas dans le cerveau de qui la réponse a été prise. C'est ça que je veux que tu te concentres seulement toi-même toute seule. Mesdames, Messieurs, Jacques Brodeur a fait un voyage pour arriver jusqu'à Paris. Le principal m'a invité. Il ne savait pas ce que j'allais dire aux élèves. Il pense qu'il savait. Parce qu'il m'a déjà entendu parler. Il s'est dit, je pense que ça va faire du bien à mes élèves si j'invite ce Jacques Brodeur à parler à mes élèves de 4e. Voici maintenant la question difficile. Tu décides quelle note tu donnes à Jacques Brodeur pour les explications qu'il est venu présenter aujourd'hui devant la classe. Tu lui donnes à Jacques Brodeur une note sur 10. Et une fois que tu as donné la note, tu me fais une belle petite phrase pour que je comprenne pourquoi tu me donnes cette note. C'est toi qui décides.
Encore 30 secondes. C'est complet? C'est bien expliqué? On comprend que tu n'as pas tiré à pile face pour savoir quelle note tu donnes à Jacques Brodeur. Tu y as pensé comme il faut, puis tu dis ça vaut ça. Sur 10. Ta réponse est écrite. Tu peux déposer ton crayon. Si tu n'as pas fini d'écrire ta réponse, tu gardes ton crayon. Tu finis ta ligne. Les personnes qui ont déposé leur crayon, s'il vous plaît, je vais vous demander, attention, d'applaudir, mais pas n'importe comment. Si tout ce que Jacques Brodeur a expliqué aujourd'hui, tu aurais aimé mieux pas de savoir, je fais semblant d'applaudir poliment. Si tu as aimé ça plus, ben, tu applaudis un peu plus fort. Et si tu as aimé ça beaucoup, tu applaudis très fort. On est prêt? C'est parti. Merci. J'ai vu un élève qui applaudissait pas tellement fort. Lui et moi, nous allons jouer à Bart Simpson et Homer. Toi, tu fais Bart et moi, je fais Homer. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Vous voulez dire quelque chose avant qu'on termine? Ça va? Non, tu peux? Pourquoi le créateur des Simpsons, il n'a pas laissé regarder son fils? Le créateur des Simpsons, moi, quand j'ai lu l'article où il nous disait que son fils de 12 ans ne regardait jamais l'émission, il nous a dit qu'il y avait déjà assez d'enfants amis de ses fils, de son fils, qui faisaient des bêtises à l'école. Il n'avait pas envie que son fils imite le personnage de l'émission. C'est ce que tu avais pensé toi aussi? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu avais pensé, toi? Ah, parce que j'ai cru que Simpson, Ça rend débile? Ben, c'est un peu la même chose, non? Et l'autre, il n'y a personne qui avait une belle réponse à nous donner sur les Simpsons? Oui, monsieur. L'émission? Elle est vulgaire. Sûrement 2 bonnes réponses. Il ne veut pas que son fils soit accro à cette série. Il ne veut pas que son fils devienne accro, parce que... Pourquoi il y a tellement de monde qui regarde les Simpsons? Parce que le réalisateur a mis toutes ces bêtises dans l'émission. En sortant, vous me remettez votre feuille et vous avez la permission, pas l'obligation, de me remercier. Non, vous me donnez la permission.